Bonjour à tous et à toutes, hein. Je suis très honoré d'être ici ce matin, aussi très impressionné quand je vois les références des différents orateurs qui vont me succéder. En plus, j'ouvre le bal, donc c'est toujours un peu impressionnant. Quand Michel Lemaire m'a contacté, je me suis dit, oulala, mais de quoi vais-je bien parler dans ce forum psycho-neuro-endocrino-immunologie, un nom barbare, avec un acronyme PNEI encore plus barbare. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, ben, si, je sais de quoi je vais leur parler. En tout cas, ce matin, demain, je vous parlerai d'autre chose. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais la PNEI, en fait, ça concerne aussi ma spécialité de gastro-entérologue, puisque je suis gastro-entérologue libéral depuis plus de 30 ans à Dijon. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, ça y est, je sais. Je vais leur parler du microbiote intestinal, parce que le microbiote intestinal, c'est en plein dans la PNEI, et, euh, et donc ça va être la base de mon exposé. J'aborderai aussi, dans un deuxième temps et un peu plus brièvement, le champ des émotions et la prise en charge des patients. Alors, le microbiote intestinal, c'est sans doute un ami qui nous protège. Mais la question quand même essentielle, c'est de savoir si on fait tout ce qu'il faut pour que ça reste un ami pour la vie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microbiote? Un microbiote, c'est un film microbien qui nous isole de l'extérieur, que ce soit au niveau cutané ou au niveau de toutes nos muqueuses. Alors, le microbiote intestinal, par définition, c'est l'ensemble des micro-organismes vivant dans l'intestin. Il est composé essentiellement, comme vous le voyez, de bactéries, voilà, mais aussi de levures et de virus qu'on appelle les bactériophages parce qu'ils vont réguler la quantité de bactéries dans notre microbiote. Alors, mon sujet n'abordera ni les levures, ni les virus, et on va se concentrer sur les bactéries qui sont quand même les plus intéressantes. Alors, il faut savoir que le microbiote intestinal, c'est le plus dense de tous les microbiotes de notre organisme. Vous pouvez imaginer combien vous avez de microbes, de micro-organismes dans votre tube digestif. Mais dans l'intestin, on a 100 000 milliards de micro-organismes. Hein, c'est quand même énorme. 100 000 milliards de micro-organismes avec qui nous devons bien sûr cohabiter. Pour vous dire, sur l'ensemble du tube digestif, vous avez à peu près 2 kilos de microbes avec leur milieu de vie. Donc c'est quand même beaucoup. Alors, beaucoup de bactéries ne jouent aucun rôle dans notre organisme et sont totalement anodines en conditions normales. On les appelle les bactéries saprophytes et elles se nourrissent du déchet, de nos déchets alimentaires. Parmi les autres bactéries, une vingtaine d'entre elles sont dites espèces symbiotiques. Pour une des fonctions essentielles de notre organisme. Alors, ces bactéries symbiotiques, sont responsables de la digestion de nos fibres alimentaires, ce qui assure déjà 20 à 30% de l'apport en énergie de notre organisme. Elles vont contribuer également, ces bactéries, en digérant nos fibres, à la synthèse d'acides gras. Mince. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Alors, on recommence. Voilà, elles vont contribuer à la synthèse d'acides gras à chaîne courte, la synthèse
Alors certaines bactéries, quand elles se multiplient, notre intestin, je vais vous dire deux mots du Clostridium parce que c'est celui qui nous concerne le plus en nous gastroentérologues. Le Clostridium, c'est un germe qu'on peut trouver dans notre intestin, hein, certes, mais si vous prenez un traitement antibiotique qui va vraiment détruire notre flore intestinale, au contraire, le Clostridium va pouvoir en profiter pour se multiplier et faire ce qu'on appelle une colite à Clostridium, qui peut être très sévère, voire même létale, chez des patients qui sont extrêmement fragiles ou immunodéprimés. Alors, vous voyez sur cette diapositive que l'évolution du microbiote n'est pas linéaire dans le temps. De la naissance à 1 an, voilà, vous avez une augmentation importante du nombre des micro-organismes de notre microbiote et une augmentation de la diversité. Après 1 an, le nombre est plutôt stable avec le temps, mais la composition du microbiote va être très évolutive. Je ne sais pas pourquoi ça fait une petite anomalie de diapositive. En effet, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et si vous prenez par exemple un traitement antibiotique ou que vous avez une colite infectieuse sévère, eh bien cela va rompre l'équilibre précaire que s'était constitué le microbiote et donc atteindre gravement notre organisme. Alors bien sûr, notre hérédité va jouer un rôle notoire dans la composition de notre microbiote. Et ça a été d'ailleurs prouvé en étudiant les microbiotes des vrais et des faux jumeaux, hein, ça c'est clair. Mais c'est quand même en explorant son environnement que l'enfant va enrichir sa flore. C'est en effet au stade oral, où l'enfant porte tout à sa bouche, comme vous le voyez, que le microbiote acquiert toute sa densité et sa diversité. La composition du microbiote va donc dépendre de l'alimentation de l'enfant et aussi de son lieu d'habitation. Il vaut mieux être élevé à la campagne qu'à la ville, ça ne fait plus aucun débat. Et puis dans une autre étude, par exemple, sur les enfants du Burkina,
Hein. Nos gènes contribuent d'ailleurs aux inégalités entre humains devant nos petits excès alimentaires, hein, vous le savez tous, hein, il y en a qui peuvent les supporter facilement, d'autres un peu moins bien. Alors, si on met à part l'hérédité, est-ce que nous sommes tous égaux à la naissance? Eh bien, cela dépend de la façon dont nous sommes arrivés au monde. Vous voyez ici que quand l'enfant est arrivé par un accouchement par voie naturelle, la première rencontre bactérienne qu'il va faire, c'est le microbiote vaginal de sa mère, avec un petit peu de microbiote intestinal par proximité, et ce microbiote. Alors, si vous voyez le surpoids, là, effectivement, il y a une différence, mais pas très significative. Par contre, si vous prenez le poids de l'enfant à 3 ans, s'il est né par voie normale ou par césarienne, on constate qu'il y a 2 fois plus d'enfants obèses à 3 ans quand l'enfant est né par césarienne. La naissance par césarienne, grâce à la qualité du lait maternel. Et la situation la plus néfaste pour l'enfant, c'est un accouchement par césarienne et l'absence d'allaitement. Et là, gros autre conséquence de la dysbiose, et ça c'est un effet direct, risque augmenté de cancer du côlon et de cancer du foie. D'autres cancers sont parfois plus fréquents dans ce cadre-là. Ce sont les cancers de l'utérus, le cancer du rein ou le cancer de
On va s'apercevoir aussi qu'elle va développer des anomalies psychomotrices dans les 3 domaines comportemental, exploratoire et cognitif. Et si... Ah, faut que j'accélère. Et si, voyons, j'en ai encore un petit peu. Et si donc on transplante ce microbiote à une souris normale, eh bien on va s'apercevoir que cette souris normale va développer des perturbations dans les domaines exploratoires, comportemental et cognitifs, avant même de devenir obèse. Ce qui suggère que l'excès de graisse saturée modifie le comportement cérébral des souris, indépendamment de la prise de poids. Alors chez l'homme, une méta-analyse regroupant 12 études sur le régime alimentaire et l'état mental, chez 83 000 jeunes, a mis en évidence un bon score de santé mentale quand il y a un régime de type méditerranéen et un mauvais score de santé mentale quand c'est un régime de type fast-food. Une autre méta-analyse concernant 200 000 malades avec AVC, dépression ou déclin cognitif a été conseillé un régime méditerranéen. Vous voyez qu'en cas de bonne observance du régime, il y a une baisse d'un tiers du risque de récidive ou d'AVC ou de dépression et un ralentissement du déclin cognitif. Alors, comment expliquer ces relations étroites entre le microbiote intestinal et notre cerveau? L'axe intestin-cerveau utilise... Mince, je me suis trompé. Voilà. L'axe intestin-cerveau utilise des signaux qui sont hormonaux, là-bas, immunologiques ou neurologiques, pour mettre en relation notre microbiote intestinal avec notre cerveau. Alors depuis quelques années, on parle beaucoup de ce second cerveau que nous avons à la place de l'intestin. Il faut savoir qu'il comporte environ 200 à 500 millions de neurones, ce qui est l'équivalent d'un cerveau de singe macaque rhésus, qui est d'un singe très évolué. Alors ce second cerveau, c'est le système nerveux entérique, le système nerveux central. Il est capable de sécréter une vingtaine de neurotransmetteurs, qui sont des éléments qui vont permettre la communication des cellules entre elles. Les 2 neurotransmetteurs qui prédominent sont la dopamine, qui influence notre comportement et qui est sécrétée à 50% par l'intestin, et surtout la sérotonine qui... Pourquoi je vais voir tout là? Ah, voilà. Et surtout la sérotonine qui est impliquée dans la régulation de nos émotions et qui joue un rôle essentiel dans les fonctions cognitives de notre cerveau. Cette sérotonine est sécrétée à 90% par l'intestin. Et des bactéries de notre système microbiote vont être capables de synthétiser ces neurotransmetteurs. Ça plaide tout simplement en faveur du rôle important dans la régulation des émotions et d'humeur de notre microbiote. Alors, comment ces 2 cerveaux sont-ils reliés? Tout simplement, comme vous le voyez, avec ce nerf vague, qui est la 10e paire crânienne et qui va permettre, sous la forme d'un ascenseur, d'envoyer des informations descendantes, mais surtout des informations ascendantes. Et les informations donc venant de notre intestin vont pouvoir remonter le long de ce nerf pour arriver jusque dans notre cerveau où il y a cette zone qui est la zone hypothalamus amygdale cortex, qui est le circuit des émotions. Donc, on va maintenant quitter le microbiote, c'est une transition toute trouvée, pour aborder plus brièvement le champ des émotions. Voilà, le champ des émotions. Alors, nous avons entreaperçu avec le microbiote que le dialogue entre le corps et l'esprit se fait jusque dans l'intimité de nos cellules, notamment grâce aux neurotransmetteurs ou aux hormones. Et de nombreuses recherches en PNEI ont mis en évidence la correspondance entre nos états émotionnels et la production de ces molécules de l'information. Et donc, on peut dire que les émotions sont aussi moléculaires et ont un impact majeur sur notre physiologie. Alors, le stress
il n'est pas toujours négatif, le stress, hein, il nous aide à faire des choses importantes, mais quand il est négatif, quand il est important, et surtout quand il est durable, il va risquer d'entraîner une dégradation du système immunitaire, une augmentation de la vulnérabilité aux infections, une accélération de l'apparition du diabète et une altération de la mémoire. Nos états d'âme influent donc sur notre santé, et d'ailleurs, en état de stress, vous savez bien, on a toujours des inflammations un peu partout avec les douleurs qui vont avec. Alors, quand nous avons une maladie, c'est en fait notre corps qui nous parle en souffrance. Alors, il faut bien reconnaître que la médecine a fait d'énormes progrès ces dernières décennies, avec une augmentation de l'espérance de vie. Les maladies cardiovasculaires, qui étaient la première cause de mortalité il y a quelque temps, ne sont plus la première cause de mortalité, grâce à des médicaments très efficaces, des techniques interventionnelles extrêmement performantes. On peut même changer des valves maintenant par voie artérielle. Et donc, beaucoup de progrès en matière des pathologies. Par exemple, on ne guérissait pas certaines maladies comme l'hépatite virale il y a 10 ans, et on donnait des médicaments qui étaient terriblement néfastes, qui étaient peu efficaces. Et maintenant, on a des médicaments qui, pris par la bouche, dénués d'effets secondaires, éradiquent pratiquement à 100% le virus de l'hépatite C. Mais ce n'est pas toujours le cas, et il y a beaucoup de nombre de médicaments qui ont une efficacité insuffisante ou sont source d'effets secondaires indésirables. Vous savez qu'il y a à peu près 10 000 cas de décès par an en raison de prises médicamenteuses. C'est quand même 4 fois plus que les accidents de la route. Alors, de nombreuses thérapies non conventionnelles existent, et cette liste n'est pas exhaustive. Certaines sont des thérapies alternatives, d'autres des thérapies complémentaires, et de nombreuses pathologies peuvent bénéficier de ces thérapies non conventionnelles. C'est pas parce qu'on a une inflammation qu'il faut prendre tout de suite un anti-inflammatoire, pas plus qu'il faut prendre un antibiotique quand on a la moindre fièvre. Alors, bien sûr, si le patient a une maladie quand même assez sérieuse, il faut impérativement qu'il soit pris en charge d'abord par la médecine conventionnelle, mais il est aussi capital de prendre en charge ce patient dans sa globalité. Il faut que nous ayons une vision holistique de la médecine. Alors, plaidons tous pour une médecine intégrative, qui a prouvé son bénéfice d'ailleurs en termes de qualité de vie et de survie en matière de cancérologie. Et nous, notre rôle de médecin allopathe, c'est de sensibiliser les patients à l'existence de ces thérapies non conventionnelles et les orienter en fonction du bénéfice qu'ils pourraient en tirer. Il faut d'ailleurs qu'on fasse preuve un peu d'humilité, nous les médecins, parce que en fait, on ne guérit pas les patients. On aide les patients à se guérir eux-mêmes. Le patient qui a décidé de ne pas guérir ou qui a une bonne raison de ne pas guérir, il ne guérira pas, quoi qu'on lui fasse. Alors bien évidemment, la confiance que le patient accorde à son soignant est essentielle et un rouage indispensable dans le processus de guérison. Peut-être avez-vous vu l'émission de Michel Simès du 19 juillet 22 sur France 2, qui parlait de la relation corps-esprit et des thérapies alternatives et complémentaires. Eh bien, il y a eu plein de sujets abordés, comme l'hypnose pour une chirurgie d'une tumeur cérébrale, qui a duré 6 heures alors que le patient n'était absolument pas endormi, il était vigile, il parlait et il faisait des mouvements. Et il y a eu d'autres sujets comme la médecine intégrative, et il y a eu aussi un sujet intéressant sur le magnétisme. Alors à l'hôpital de Thonon-les-Bains, tout le personnel a une liste de personnes travaillant dans l'hôpital qui ont des compétences particulières, et notamment une femme qui est cadre de santé, infirmière, qui sait barrer le feu, ou passer le feu, comme vous voulez. Et donc, vous savez que beaucoup de gens pensent que barrer le feu ou chercher l'eau dans le domaine de la radiesthésie est un don. Alors, pour avoir fait une très belle rencontre il y a quelques années dans ce domaine, et pour avoir appris et pratiqué dans ce domaine, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un don, mais d'une capacité que nous avons tous, avec plus ou moins de compétences bien sûr. Alors, vous pouvez tous le faire, barrer le feu ou chercher l'eau, et d'ailleurs, des amis, des membres de ma famille, des patients que j'ai confiés à des magnétiseurs pourraient témoigner du bénéfice maximal de la prévention des effets secondaires de la radiothérapie, avec absence totale de conséquences. Il est donc temps de changer de paradigme
et d'utiliser toutes les compétences conventionnelles ou non conventionnelles, même si ce n'est pas cela que nous avons appris sur les bancs de la faculté. Alors nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais on vit un peu dans l'espérance de ce monde nouveau qui nous semble promis, en espérant qu'il soit plus solidaire, plus humanitaire, avec plus de tolérance universelle, plus respectueux des autres formes de vie, plus respectueux de l'environnement, moins matérialiste, donc plus spirituel. Peut-être la spiritualité deviendra-t-elle alors la pierre angulaire de l'auto-guérison et de la prévention des maladies. Puisse cette phrase attribuée à André Malraux arriver au plus vite, ainsi que la rupture de l'actualité entre le corps et l'esprit. Il y a quelques années, au CHU, il y a quelques années, au CHU de Dijon, qui s'appelait l'hôpital du Bocage, qui portait bien son nom, il avait été construit sur un ancien bocage, a été rebaptisé Hôpital François Mitterrand par une minorité de membres du conseil d'administration. Cela a révolté l'ensemble du personnel médical et non médical du CHU, qui n'avaient bien sûr pas été informés. Ils étaient 13 à décider, 7 voix contre 6. Voilà, nouvelle nomination. Alors, on pourrait faire le vœu que dans le monde nouveau qui va arriver, ce CHU soit baptisé CHU Roger-Guillemin. CHU Roger-Guillemin en l'honneur de celui qui, quand même, nous réunit ce matin, prix Nobel de médecine pour sa recherche sur les neurotransmetteurs en 1977. Il a fait bien sûr beaucoup plus pour la médecine que notre ancien président. Alors voici quelques dates marquantes de l'histoire de Roger Guillemin. Il est né à Dijon le 11 janvier 24. Donc vous voyez, il a 98 ans. À 18 ans, il entre en résistance parce qu'il est récupéré par les Allemands pour aller travailler obligatoire. Et il va s'isoler, il va s'échapper, il va partir à la frontière de la Suisse pour aider à passer des gens en Suisse. Mais en 1943, il intègre l'école de médecine de Dijon, qui n'a pas de faculté. Donc au bout de 2 ans, il intègre la faculté de médecine de Lyon. Et très intéressé par les hormones, il part à Montréal, après une belle rencontre, dans un institut au centre universitaire qui est créé pour la recherche en médecine et en chirurgie. Et malheureusement, il va tomber malade. Il va avoir une tuberculose extrêmement sévère avec méningite tuberculeuse. Et il a failli mourir. Il a été sauvé par un antibiotique. Mais oui. Un antibiotique qui s'appelle la streptomycine, qui avait été découverte quelque temps avant et qu'il a reçu en injection, notamment dans le cerveau. Et il a été soigné par une jeune infirmière qui s'appelle Lucienne Billard, qui était une Française exilée au Canada. Eh bien, ils ont une relation pas habituelle, puis ils se sont mariés en 52. Ils ont eu 6 enfants entre 52 et 60. Et ils ont décidé de partir aux États-Unis pour poursuivre les recherches qu'ils faisaient, donc à Houston essentiellement, de 53 à 70. Alors Roger, c'était un pur Dijonnais. C'est un pur Dijonnais qui a essayé de revenir en France en 60 pour continuer ses recherches parce qu'il voulait faire ses recherches en France. Et malheureusement, le système de recherche français, qui était très pyramidal, ne lui a pas permis de faire tout ce qu'il voulait. Il est donc reparti à Houston. Et jusque donc en 70, où il a intégré le Salk Institute, où il est toujours, et à San Diego, où on lui a donné clé en main la possibilité de faire un nouveau laboratoire, flambant neuf, 10 000 m², open space, un truc ultra moderne, que des cloisons de verre au milieu de... pas de mur dans cet institut. Et ça a amené donc au prix Nobel en 77. Alors vous voyez cette photo, ça a été prise en février 2021, donc il avait 97 ans, il a une belle cravate, hein. Il a une belle cravate. Et c'était pris pour les 100 ans, vous voyez, de Lucienne, son épouse, qui est malheureusement décédée un mois après. Alors, je vais vous passer, j'espère que ça va passer, un très courte vidéo de quelques secondes sur Roger Guillemin, qui m'a envoyé ça il y a quelques semaines, enregistré par sa fille Claire. Alors, ne lisez pas le texte et écoutez. Voilà. Chers amis en Bourgogne, psycho, neuro, endocrino, immunologie, c'est bien là, en effet, où l'on est maintenant. Et la Bourgogne y ajoute les merveilles de nos vins. Je ne peux que vous inviter à y prendre part là où vous êtes, de notre Bourgogne
au reste du monde, avec tous mes vœux de bonne santé. Voilà, là, il va bientôt fêter ses 99 ans, hein, entouré de ses enfants, le 11 janvier prochain. Et le tonton d'Amérique, il va pas mal quand même pour son âge, voilà. Et puis, je vous remercie de votre attention.